La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie, Michel Delbrouck, Carrefour des psychothérapies, édition Deboc. Suite de la lecture du chapitre 7, la relation thérapeutique en psychothérapie. Point 6. Notion d'engagement et de désengagement du thérapeute. 6.1. La notion d'engagement et de désengagement du thérapeute dans la relation. Trouver la juste distance avec une saine compassion, nécessaire sinon indispensable à tout travail de relation d'aide, reste un souci, sinon un risque encouru par la plupart des soignants. Recevoir les gens, les accompagner dans leur souffrance, nécessite un engagement, non seulement avec la tête, mais avec le cœur et les émotions. Les différences entre fatigue de compassion, burn-out, traumatisme par procuration sont parfois subtiles, mais indispensables. La relation thérapeutique, quelle qu'elle soit, nécessite engagement, contact, désengagement et retrait. Dans quelle mesure le soignant en a-t-il réellement conscience ? La mise en route de la relation se réalise-t-elle avec aisance, souplesse et légèreté, ou au contraire avec dureté, chaos et lourdeur ? Donc, la mise en route de la relation se réalise-t-elle avec aisance, souplesse et légèreté, ou au contraire avec dureté, chaos et lourdeur ? Comment le thérapeute s'y engage-t-il tête baissée, et comment s'y retrouve-t-il enlisé, lié, prisonnier, aliéné ? Son implication est-elle contrôlée, intrusive ou abandonnique ? Quelles résonances personnelles vont l'imbriquer dans des zones transférentielles ou contre-transférentielles ingérables, sinon illicites ? La neutralité non bienveillante ou malveillante le guette-t-il ? Seul le chemin du cœur va permettre au soignant d'éviter ces écueils, avec comme allié son corps, ses intuitions, ses sensations et, bien entendu, son intelligence. Ce cycle de l'engagement et du désengagement thérapeutique peut revêtir différentes formes. Il sera rapide dans certains cas, moyennement long dans d'autres, et perdurera très longtemps avec d'autres patients. 6.1.1 En médecine. Un certain nombre de jeunes médecins ne souhaitent plus débuter une carrière professionnelle en ouvrant un cabinet médical. Ils préfèrent prester des gardes médicales de week-end ou de nuit pour lesquelles les honoraires sont majorés. Et ils parviennent ainsi à maintenir un niveau salarial suffisant à leurs besoins. Ils sont de bons médecins, mais leur engagement thérapeutique se limite à une phase de contact limitée dans le temps. Leur travail est ponctuel et la prise en charge du patient extrêmement limitée dans le temps, puisqu'ils ne reverront plus jamais le ou la patiente. Il en était tout autrement avec nos prédécesseurs, qui étaient disponibles 24 heures sur 24 et corvéables à merci jusqu'à un âge très avancé. La France vient de décider d'allonger la carrière des médecins jusqu'à 68 ans. En médecine générale et en médecine spécialisée, la durée et le type d'engagement vont différer. Au sein même de la médecine spécialisée, les durées d'engagement sont également très variables. Entre la prise en charge d'une insuffisance rénale par le néphrologue, qui va suivre son patient pendant de très nombreuses années, jusqu'à la dialyse péritonéale et la greffe de rein, et l'acte ponctuel de remplacement chirurgical d'une prothèse de hanche par l'orthopédiste, toute une variabilité d'échelle de temps et d'engagement thérapeutique va se décliner. 6.1.2 En psychothérapie. En psychothérapie, il en va de même. Il existe des prises en charge plus brèves, comme dans les approches TCC ou l'analyse systémique, et des prises en charge plus longues, comme dans les thérapies psychanalytiques ou la psychanalyse des profondeurs. Il ne s'agit pas d'affirmer ou non que tel ou tel type de lien est meilleur ou pas.
La prise de conscience de ce qui convient le mieux pour le patient et pour le thérapeute paraît essentielle et éthique. Entre parenthèses, ceci à un moment donné de sa vie. Chaque soignant, selon ses charismes, ses spécificités, ses compétences, choisit son mode de fonctionnement, ses modes d'habileté technique et thérapeutique. Il se spécialise soit dans les prises en charge plus longues, soit plus brèves. Parfois, les prises en charge brèves sont plus lourdes à supporter par le soignant, car émotionnellement et physiquement plus éprouvantes, comme les interventions des urgentistes, des neurochirurgiens, des néonatologues, des orthopédistes, des thérapeutes spécialisés dans les suicides, dans les cellules d'urgence psychologique pour rapt, viol, victimes de catastrophes, etc. Entre parenthèses, burn-out et traumatisme par procuration. Ce sain ajustement créateur entre le type de prise en charge et sa durée nous paraît être un facteur d'équilibre. Le syndrome d'épuisement professionnel survient parfois au travers de cette erreur d'ajustement. Cet ajustement créateur, innovateur, se joue entre le médecin et son patient, entre le thérapeute et son client, et est porteur de dynamisme de vie et d'adaptation. 6.2 Le cycle de l'engagement du thérapeute. Notre réflexion à propos de l'engagement du thérapeute est nourrie par le cycle de contact de la Gestalt thérapie. 6.2.1 Passion, authenticité, don de soi, oubli de soi, etc. La plupart des thérapeutes s'engagent envers leurs patients avec passion, authenticité, don de soi, oubli de soi. Mais qui s'engage envers ce thérapeute ? Qui va s'engager à accompagner le désespoir de celui qui s'engage dans le désespérant ? Le sang-froid remis sur le tapis, entre guillemets, l'inutile, point d'interrogation. Comment accompagner celui qui accompagne, celui qui a renoncé ? Comment accompagner celui qui accompagne, celui qui a renoncé ? Comment accompagner celui qui a renoncé à accompagner ? Les paroles denses des soignants qui ont vécu, vivent et vont vivre ces moments de consultation, de prise en charge de l'innommable, de l'indicible, sont porteuses de bien des souffrances des patients, des déshérités, mais aussi celles des soignants qui la plupart du temps cachent leur peine, leur désarroi, leur corps meurtri par la fatigue. Car, soit ils ont eux aussi souffert, et c'est ce qui fait qu'ils peuvent si bien comprendre, soit ils ne savent pas s'arrêter de soigner tout le temps, et ils ne font pas ce qu'ils enseignent et conseillent aux autres, patients et autres soignants qui supervisent. Car il faut toujours aller plus haut, plus fort. Il faut s'oublier, vaincre. Cette double contrainte dont nous parlait Albert Jacquard, je n'y peux rien et je n'y suis pour rien. Je puis être un très bon professionnel, mais nous savons bien que cela ne suffit pas. Les patients nous le renvoient bien en parlant des autres soignants froids, distants, distraits, mais sans doute aussi fatigués, épuisés, découragés, déprimés, désespérés d'avoir donné, tant donné. Qui s'occupe d'eux ? Leur superviseur ? Oui, heureusement. Mais suffisamment ? Point d'interrogation. Les troubles du contact, de l'ajustement entre client et thérapeute peuvent se situer à différents niveaux de la relation thérapeutique, du conscient et de l'inconscient, de la gestion de la distance entre eux, des interactions avec l'extérieur de leur relation. 6.2.2 L'engagement du thérapeute. Petit a, description des phases d'engagement. Petit b, phase de pré-contact et de pré-engagement. Petit c, phase d'engagement progressif. Et donc ça s'arrête là pour les petits A, B, C, D. Donc on commence par petit a, description des phases d'engagement. Pour illustrer notre propos, nous proposons un schéma descriptif
des phases d'engagement du thérapeute vis-à-vis de son client. Nous pourrions imaginer un cycle du contact et de l'engagement au sein d'une relation thérapeutique, lors d'un entretien et au fil de l'histoire de cette relation. Rappelons que ce propos est illustré à partir du cycle de contact ou de la satisfaction des besoins. La relation idéale, et nous savons qu'il n'en est jamais ainsi, sauf avec certaines personnalités névrotiques bien compensées, commence par un pré-contact qui précède donc un pré-engagement. Donc la relation idéale, et nous savons qu'il n'en est jamais ainsi, sauf avec certaines personnalités névrotiques bien compensées, commence par un pré-contact qui précède donc un pré-engagement. L'engagement progressif amène un contact entre les deux partenaires de la relation qui va favoriser un engagement et un plein contact dans lequel l'alliance, ou parfois pseudo-alliance, peut apparaître et perdurer dans certains cas pendant de très nombreuses années, souvent avec des hauts et des bas, des allées et venues, des départs et des retours. Par la suite, un désengagement progressif préparera le post-contact pour atteindre le retrait de la relation thérapeutique et rendre au patient et au thérapeute un espace de liberté. Nous, thérapeutes, savons intellectuellement que le retrait ne signifie pas rupture, que la séparation n'est pas un abandon et que le lien perdure au-delà du temps. Avoir à la conscience les étapes d'une relation, qu'elle soit privée ou professionnelle, aide la personne à anticiper et à gérer les avatars et les incidents propres à chaque relation humaine. Nous allons ci-après passer en revue les différents niveaux de prise de contact et de désengagement du contact. Donc retrait ne signifie pas rupture, séparation n'est pas abandon, et le lien perdure au-delà du temps. Alors là, on a une figure 7.15 avec le cycle de l'engagement et du désengagement thérapeutique. Alors, pré-contact, début de la relation thérapeutique, pré-engagement, engagement progressif, contact, engagement, plein contact, désengagement progressif, post-contact, retrait, séparation et nouvel espace de liberté et d'autonomie. Donc on va d'un pré-contact, qui est le début de la relation thérapeutique, à un nouvel espace de liberté et d'autonomie. Autant pour le thérapeute et surtout pour le patient qui lui est venu chercher sa liberté. Alors on arrive à une petite énumération en 5 tirets. Phase de pré-contact et de pré-engagement, phase d'engagement progressif, phase de contact d'engagement de plein contact, phase de désengagement progressif et de post-contact, et phase de retrait et de séparation. L'awareness, la conscience claire, d'où je me situe et où le client se situe par rapport à ces phases d'engagement, nous paraît une des clés pour éviter un syndrome d'épuisement professionnel. Bien des tensions, des incompréhensions, des manques d'ajustement sont responsables de situations pénibles, sinon dramatiques, vécues en psychothérapie. Tel analyste renvoyant son client, l'interrompant au milieu d'un mot, tel client agressant son thérapeute, son analyste, le harcelant de moult façons. À chaque étape du cycle, des interruptions vont perturber de part et d'autre cet engagement sous forme de rupture, de cassure, de blessures narcissiques, de désillusion, d'abandon, de dépréciation, d'agression, de perte de confiance, etc. Petit b, phase de pré-contact et de pré-engagement. Cette phase de mutuelle découverte, moment passionnant, peut être soumise à rude épreuve. Au début de l'entretien,
le thérapeute reçoit, sinon est confronté, à une quantité non négligeable d'informations, de sensations, d'impressions, d'affirmations, de projections, d'injonctions et de demandes diverses. Dans d'autres cas de figure, la pauvreté des informations ou des mots prononcés par le client va déstabiliser le thérapeute. Le silence du client désemparé, angoissé ou bloqué, enfermé dans son mutisme, rendra cette phase de découverte plus ardue. Nous percevons d'emblée que toutes les approches ne peuvent pas répondre à toutes ces situations cliniques. La formation, la compétence et l'expérience clinique permettront au thérapeute de gérer cette délicate phase de précontact. Le type d'approche psychothérapeutique aidera plus aisément ou non ce passage difficile. La voix au téléphone, le regard, la poignée de main influenceront de manière parfois décisive le mode de prise en charge du client. D'importants enjeux se jouent dès cette phase de précontact qui peut durer très longtemps, parfois pendant plusieurs années avec certains types de personnalités. D'autres blocages de la phase de pré-engagement et du pré-contact rendent cette étape ardue, comme le passé du client, le passé du thérapeute et d'autres aspects transférentiels et contre-transférentiels au sein de la relation. Alors là, on a un nouveau tableau, figure 7.16, les interférences dans le cycle d'engagement et de désengagement du thérapeute. Donc on a toujours pré-contact, début de la relation thérapeutique, et avant le pré-engagement, il y a le passé du client, ses souvenirs, introjections, et le passé du thérapeute, ses projections. Donc après le pré-engagement, l'engagement progressif, ensuite on a les projections du client, ensuite on a contact, engagement, alliance ou pseudo-alliance, puis plein contact, désengagement progressif, abandon, fusion, compassion extrême, post-contact, retrait, séparation, nouvel espace de liberté et d'autonomie. Point C, petit c. Phase d'engagement progressif. Certaines projections, éléments bien sûr incontournables, vont parfois venir freiner, sinon interrompre l'avancée du cycle de contact, notamment les projections trop négatives ou trop positives sur le thérapeute ou sur le client. Si le client et le thérapeute ne se libèrent pas progressivement de ces résistances, la relation ne pourra s'engager, frustrant le thérapeute, le fatiguant et l'incapacitant à outrance. Certains thérapeutes idéalistes, optimistes, généreux et pleins de bonne volonté, procèdent d'emblée par un engagement bon train, entre guillemets. Ils avancent tête baissée sans se rendre compte des zones d'enlisement, d'aliénation ou de dépression présentes chez leurs clients. L'arrivée de celui-ci dans ces zones les fera reculer, bloquer leur engagement ou, à contrario, va faire plonger le thérapeute inexpérimenté ou insuffisamment préparé dans ses propres zones d'enfermement, d'aliénation, de séduction ou de dépression. Donc, l'arrivée de celui-ci dans ces zones les fera reculer, bloquer leur engagement ou, à contrario, va faire plonger le thérapeute inexpérimenté ou insuffisamment préparé dans ses propres zones d'enfermement, d'aliénation, de séduction ou de dépression. Pour Maurizio Andolfi, le thérapeute expérimenté est à même d'utiliser à son profit le stress produit par des inputs imprévus. Au lieu de les percevoir comme signe d'un jugement d'incapacité, il réussit à les insérer dans la logique de l'intervention, mettant ainsi en relief la possibilité d'apprendre directement sur le terrain une manière d'utiliser des aspects nouveaux et différenciés de sa personnalité. Nous appelons cela ajustement créateur, même si c'est parfois épuisant. Alors, figure 7.17, outils du thérapeute expérimenté.
de Maurizio Andolfi. Utiliser à son profit le stress produit par des inputs imprévus. Les insérer dans la logique de l'intervention. Apprendre directement sur le terrain. Utiliser des aspects nouveaux et différenciés de sa personnalité, sinon risque d'épuisement. Garder le choix de sa posture thérapeutique tout au long de la prise en charge permet d'adapter l'engagement avec son client. Maintenir le cadre, mais adapter son positionnement thérapeutique le rend vivant. Une attitude univoque, rigide ou laxiste peut appauvrir, sinon stériliser la relation thérapeutique et ou épuiser le soignant dans ses louables efforts. Dans le tableau ci-dessous, une série d'attitudes thérapeutiques peuvent venir colorer la relation, la stimuler, la freiner ou la consolider suivant les étapes du chemin thérapeutique. Le client et le thérapeute sont en chemin. La souplesse, l'adaptabilité et la créativité auront, comme dans la vie, plus de poids que la rigidité du comportement. Donc figure 7.18, deux petits cadres, un à gauche, un à droite. Donc à gauche, garder la souplesse dans le choix de sa posture thérapeutique, maintenir le cadre, mais adapter sa posture, la rendre vivante. Et petit carré de droite. Donc ça, c'était petit carré de gauche, garder la souplesse dans le choix de sa posture thérapeutique, maintenir le cadre, mais adapter sa posture, la rendre vivante. Et petit cadre de droite, rigide-souple, contrôlante-tolérante, intellectuelle-ouverte, confrontante-acceptante, intrusive-respectueuse, abandonnique-nourricière, distante-proche, légère et fluide, lourde et chaotique. Mais là, ils ont inversé parce que il y aurait dû être écrit lourde et chaotique, légère et fluide, dans la logique des précédents. Donc, quand on sent de la rigidité, on œuvre de souplesse. Quand ça devient contrôlant, on se porte vers la tolérance. Quand on part dans l'intellectuel, on s'ouvre. Quand on sent que ça se confronte, on entre dans l'acceptation. Quand la relation est intrusive pour le thérapeute, eh bien, on va vers quelque chose de respectueux. Quand c'est abandonnique, on va vers quelque chose qui nourrit. Quand la relation devient distante, eh bien, on la rapproche. Et quand elle est lourde et chaotique, on essaye de faire en sorte qu'elle soit légère et fluide. 6.3. La phase de contact. 6.3.1. Phase de contact, d'engagement, de plein contact. Les vérifications d'usage ont été réalisées de part et d'autre. Confiance mutuelle, respect du cadre, volonté de travail et de remise en question, explication des craintes et des peurs de l'inconnu. Le travail s'élabore grâce à l'alliance thérapeutique et l'engagement des deux parties se fait et progresse au fil du temps. À ce stade, les deux protagonistes entament la mission qu'ils se sont donnée, à savoir pour le client, explorer sa vie, son passé, son avenir, ses modes de fonctionnement, ses zones de dysfonctionnement. Pour le thérapeute, offrir son aide bienveillante, parfois neutre, parfois interactive selon son approche. Les deux partenaires semblent d'accord sur le fond. L'alliance thérapeutique installée, les avatars de toute relation humaine peuvent être abordés sans drame, sans rupture ou sentiment d'injustice ni d'abandon. La confiance et l'attachement réciproque au sein de la relation thérapeutique, se consolidant au point que ces aléas n'entament en rien le travail en profondeur. Ils peuvent même le renforcer. Le thérapeute, au fil du temps, recentre bien l'objet de la rencontre et de l'alliance thérapeutique. Il veille à ce qu'elle ne s'enlise pas.
Par l'entremise des divers niveaux de langage, verbal, émotionnel, psychocorporel et symbolique, les différents niveaux de profondeur sont atteints. La compassion bien installée fonctionne à souhait et les deux parties sont nourries. Le psychothérapeute s'est engagé de manière contrôlée dans la relation thérapeutique et il a pu éviter, dans la gestion d'une saine distance thérapeutique, ces non-réactions ou contre-réactions affectives impulsives. Après un certain nombre de mois ou d'années de prise en charge, le chemin est accompli et le temps de la séparation, de l'autonomie s'en vient. La maturation de la relation thérapeutique est telle que les mots arrêt et terminé sont prononcés. Le ou un plan de désengagement progressif peut être amorcé. Mais les deux parties n'ont-elles pas évité, sinon escamoté, le transfert et le contre-transfert négatif? N'en ont-elles pas fait l'économie? Dans cette bonne entente, entre guillemets, les transferts et les projections positives risquent d'aller bon train. Les bonnes parties du client sont projetées sur le thérapeute. Le client a-t-il analysé son ombre? Lorsque ce client est lui-même thérapeute, va-t-il en rester là dans une belle renarcissisation? Ira-t-il explorer les zones inconscientes plus cachées, refoulées et enfouies afin qu'elles ne soient pas reprojetées sur ses clients? L'éthique de la formation des psychothérapeutes et des analystes le demande. À ce stade, combien de relations ne voit-on pas se rompre brutalement, sans phase de post-contact et de désengagement, alors source de malentendus, de souffrances et de jeux répétitifs? Point d'interrogation. Donc à ce stade, combien de relations ne voit-on pas se rompre brutalement, sans phase de post-contact et de désengagement, alors source de malentendus, de souffrances et de jeux répétitifs? Dans certains cas particuliers, dès l'instant où les mots d'arrêt et de fin parviennent à la conscience du client, le vrai travail thérapeutique commence. Les réels enjeux thérapeutiques refoulés, compensés ou projetés, font ou refont surface, et une mer d'huile se transforme en tempête rugissante. La panique de l'abandon ou la rage narcissique apparaissent enfin. D'autres personnalités en sont conscientes dès les premières phases et ne s'engagent pas dans la relation de peur de la perdre. Quel que soit le désir ou la bonne volonté du thérapeute, il est soumis parfois à de solides contradictions internes qui l'usent consciemment et inconsciemment au plus profond de lui-même. A contrario, lorsque le moi du patient est suffisamment consolidé, que les projections positives sur le thérapeute ont pu l'aider à avoir confiance en lui, l'espace pour les affects négatifs s'ouvre. Certains patients peuvent enfin, en toute sécurité, accepter de ne pas être en accord avec leur thérapeute. Certains vont oser enfin s'opposer à lui, le critiquer, peut-être se fâcher contre lui. Parfois, il sera paré de qualités négatives. Enfin, le transfert négatif pourra avoir lieu. Rappelons qu'avec d'autres patients, ces transferts négatifs avaient eu lieu d'emblée au début de la relation thérapeutique. La capacité de contention de ces affects négatifs par le thérapeute sera garant de leur évolution. Donc rappelons qu'avec d'autres patients, ces transferts négatifs avaient eu lieu d'emblée au début de la relation thérapeutique. La capacité de contention de ces affects négatifs par le thérapeute sera garant de leur évolution. Donald Meltzer nous explique combien il s'avère difficile et houleux de contenir les affects de personnalité de type paranoïaque ou perverse narcissique. Une mer d'huile se transforme en tempête rugissante. Avec certains clients, cette étape n'est pas aisée et le chemin reste ou devient chaotique. L'impression d'alliance se rompt lorsque d'un petit événement de vie, d'un retard, d'une fatigue du thérapeute ou d'un rien qui va faire trembler la relation. Il s'agit d'une pseudo-alliance thérapeutique, d'une pseudo-relation duel où le thérapeute n'existe qu'en tant qu'être nourrissant, comme c'est le cas chez les patients état limite. 6.3.2 Les obstacles à la phase de contact.
Les obstacles à l'avancée thérapeutique peuvent avoir comme origine tant les hésitations et les peurs du client que les incompétences, les débordements ou les insuffisantes d'analyse ou de formation du thérapeute. Donc les obstacles à l'avancée thérapeutique peuvent avoir comme origine tant les hésitations et les peurs du client que les incompétences, les débordements ou les insuffisantes d'analyse, je pense qu'il y a une faute là, ou de formation du thérapeute. Cette phase de contact, le patient et le thérapeute peuvent la court-circuiter de plusieurs façons. Alors là, on va avoir petit a, obstacle de la part du patient, et petit b, obstacle de la part du thérapeute. Donc on va commencer par les obstacles de la part du patient avec une énumération. Donc de 1 à 9. Retrait ou mise à distance importante du patient. Engagement massif et sans retenue du patient. Rupture de cadre du patient. Incapacité à dire et à accepter le non, à respecter le cadre. Manque de souplesse, d'adaptabilité, de créativité. Blessure narcissique du patient. Type de personnalité difficile. Incapacité psychique due à une affection mentale. Et enfin le dernier point, alexithymie. Petit b, les obstacles de la part du thérapeute. La nécessité d'un espace transitionnel adapté au patient ou d'une suffisamment bonne distance thérapeutique évite à la fois la confusion, l'intrusion et la confluence extrême si elle se trouve être réduite ou épargne une froideur, un abandon ou une déflexion si elle est trop importante. Donc la nécessité d'un espace transitionnel adapté au patient ou d'une suffisamment bonne distance thérapeutique évite à la fois la confusion, l'intrusion et la confluence extrême si elle se trouve être réduite, ou épargne une froideur, un abandon ou une déflexion si elle est trop importante. Parfois, le thérapeute va limiter cette phase de contact par certaines de ses attitudes. Alors là, on a une énumération de 1 à 7. Donc parfois, le thérapeute va limiter cette phase de contact par certaines de ses attitudes. Donc, espace transitionnel mal adapté au patient, entre parenthèses pré-objet. Non suffisamment bonne distance thérapeutique. Espace transférentiel du patient et du soignant de type fusionnel symbiotique. Variabilité dans le temps, l'espace, le degré de régression et d'évolution du patient. Rupture de cadre de la part du thérapeute. Incapacité à maintenir le cadre et à dire non au patient ou à ses propres désirs. Et dernier petit point, blessure narcissique du thérapeute. 6.4. Le désengagement. Le désengagement demeure un moment ou une phase délicate dans la prise en charge. Donc le désengagement demeure un moment ou une phase délicate dans la prise en charge. Le psychothérapeute veillera particulièrement à ce que cette étape se passe bien. Il s'agit de quitter et de se dire au revoir. Donc il n'y a pas écrit « il s'agit de se quitter et de se dire au revoir », il y a écrit « il s'agit de quitter et de se dire au revoir ». Si les deux partenaires de la relation thérapeutique peuvent se dire leur vécu, leurs émotions, leurs satisfactions et leurs insatisfactions, leurs craintes, le processus de séparation et de désengagement ne pourra que bien se dérouler. Quitter brusquement sera tout aussi nocif que de s'éterniser une fois la décision sainement prise de commun accord. 6.4.1 Phase de désengagement progressif. Peur, crainte, angoisse d'abandon émaillent cette phase de désengagement progressif, qu'un certain nombre de patients ne peuvent même pas imaginer. Ils rompent brutalement la relation par crainte ou angoisse d'imaginer une séparation. Le thérapeute averti anticipera ces réactions bien souvent imprévisibles,
mais qui méritent d'être préparés longtemps à l'avance, tandis que beaucoup d'autres peuvent vivre ces ruptures avec injustice, ingratitude, manque de respect, impolitesse, etc. La décision d'arrêter le processus thérapeutique se négocie de commun accord. Il peut donc prendre du temps, il peut s'étaler durant un certain temps entre guillemets, sans s'éterniser. Anticiper les affects du client et les siens. 6.4.2 Phase de post-contact. La phase de post-contact représente une phase de préparation à la séparation, un peu comme la mère qui ne retire pas brutalement le mamelon de la bouche du nouveau-né, mais qui procède à un retrait puis à une remise en bouche de façon à préparer l'enfant au retrait, à vérifier s'il est repu physiquement, si ses besoins affectifs sont comblés et s'il peut se préparer à une autre activité. Cette phase comprend la phase d'accomplissement, si souvent escamotée, qui consiste à se dire mutuellement combien c'était bon et agréable d'avoir travaillé ensemble, de se remémorer les moments difficiles et ardus, de se redire les désaccords parfois profonds mais féconds, qui ont permis d'avancer, de se comprendre et surtout de comprendre comment le patient fonctionne et en quoi il n'a pas rejoué les vieux scénarios de vie. Le patient met des mots sur cette délicate mais nécessaire séparation. Ce moment prend du temps, car il inclut le temps d'assimilation, de métabolisation. Si le thérapeute anticipe les affects de son patient, qu'il connaît bien, et s'il perçoit correctement ses propres affects, le bilan de la psychothérapie pourra se déployer en évoquant les aspects positifs et les regrets, les déceptions éventuelles. Point. Idéalement, ces ajustements devraient pouvoir avoir eu lieu en cours de chemin thérapeutique. Reste le bilan final qui pourrait être important pour pouvoir se quitter sainement, sans regret, en sachant que rien n'est jamais résolu et que la recherche sur soi continue. 6.5 Le retrait et la séparation. 6.5.1 Phase de retrait. Il en est de nos clients comme de nos enfants, et, avec Khalil Gibran, nous répétons « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils de la lumière, etc. » En fait, la phrase c'est « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils de l'appel à la vie... » Et je sais plus, je vais la retrouver, tiens. Voilà, donc après une petite recherche rapide sur Google, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même, ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Le thérapeute suffisamment analysé est préparé et se prépare à nouveau au désengagement, au retrait et à la séparation. En fin de processus, le thérapeute anticipe les notions d'abandon et de fusion, de confluence, et reste vigilant face au risque de passage à l'acte amoureux du thérapeute et du client, qui représente symboliquement une tentative pour échapper à l'angoisse de séparation, à la mort. Le danger, c'est entre le divan et la porte, point d'exclamation. Comme nos enfants, les clients doivent partir, et c'est bien ainsi. Les lionnes poussent leurs lionceaux à chasser, et lorsqu'ils sont capables de voler, les oiseaux parents poussent les oisillons hors du nid. Il est temps et sain de quitter et de ne pas tergiverser. Prends ton bâton et pars, c'est le temps. Le thérapeute se prépare au désengagement, au retrait et à la séparation. 6.5.2 Phase de séparation. L'ampleur de l'engagement de la relation thérapeutique se mesure à ce stade. Il peut paraître inhumain de demander à un thérapeute d'accompagner un client
de lui donner toute son attention, toute son empathie, sa compassion, toute son âme, et ensuite de le voir partir en restant zen, détaché, dans sa neutralité bienveillante. L'effet Pygmalion guette le plus averti. George Bernard Shaw, S-H-A-W, George Bernard Shaw, nous l'a suffisamment décrit dans ses pièces de théâtre. Pour Freud, le transfert est une histoire d'amour non génitalisée qui apparaît dès lors qu'un élément refoulé de l'inconscient tente d'émerger à la conscience du client. Au risque de confusion, la distinction entre l'agir et le désirer reste indispensable, de même que celle entre le souhait et le désiré, surtout à ce stade de la psychothérapie. Donc, au risque de confusion, la distinction entre l'agir et le désirer reste indispensable, de même que celle entre le souhaiter et le désirer, surtout à ce stade de la psychothérapie. Pour Carl Gustav Jung, ces éléments transférentiels sont essentiels à la dynamique de la relation thérapeutique, pour autant qu'ils se situent au niveau symbolique, comme il l'explique très bien dans son livre « Psychologie du transfert ». Une mise en garde face aux insuffisances de travail thérapeutique des psychothérapeutes, protège le client et le thérapeute de pas mal de traumatismes et de déboires. Cependant, la séparation ne signifie pas abandon ou adieu. La possibilité de revenir longtemps après l'arrêt est ouverte. Tel patient, revenant 10 ans après la fin de sa thérapie, dira « Ah, vous ne m'avez pas oublié, vous vous souvenez encore de moi ?» comme si nous pouvions l'oublier. Personnellement, nous pensons que la prise en charge est quasi à vie. En tout cas, les questions transférentielles nous semblent perdurer longtemps, bien après l'arrêt du traitement, notamment du fait qu'il existe une profonde inégalité dans la relation qui se veut à sens unique. Une seule des deux personnes se livre et l'autre se veut être le miroir, le révélateur de ce qu'est la première. Un certain nombre de patients et ou de thérapeutes ne peuvent se résoudre à quitter et à terminer la relation thérapeutique. Chacun des deux protagonistes peut vouloir consciemment ou inconsciemment maintenir ce lien pour des raisons narcissiques, des angoisses de séparation non explorées, des raisons perverses, etc. Le cordon ombilical se doit d'être coupé. Le sevrage se doit d'être effectif et nettement accompli au risque d'aliénation, de stagnation, de maintien du client dans un lien de dépendance pathologique. La séparation, le silence, la traversée du désert, la solitude, la régression momentanée sont les ferments d'une transformation. Comme tous les systèmes vivants, l'être humain rechigne au processus de changement et veut maintenir une homéostasie alors qu'il est porteur de vie et de survie de l'espèce. Le changement, c'est la vie. La stagnation, le fixé, c'est la mort. Le changement, c'est la vie. La stagnation, c'est la mort. Séparation n'est pas abandon. Le thérapeute révèle le client à lui-même. Fin de la lecture du chapitre 7, la relation thérapeutique en psychothérapie.